Dernière partie d'Inside Private Equity, on accueille évidemment nos conseillers en gestion de patrimoine pour la table ronde traditionnelle. Bonsoir Benjamin Rizzi. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes président fondateur de Stellar Invest. À vos côtés, Michael Thomasso, associé fondateur et directeur commercial chez Patrimail. Bien entendu, bonsoir. Gustave Zonden, vous êtes CEO de Colbert. J'espère que je n'écorche pas. Tout est bon. Tout est bon jusqu'ici, mais attendez, je vais en dire des bêtises à un moment ou à un autre, sous la houlette, bien sûr, de Frédéric. C'est intéressant parce que, Frédéric, vous avez voulu réunir des conseillers en gestion de patrimoine qui croient dans le private equity, qui ont au moins 10% dans le private equity. C'est le sens de cette table ronde cette fois-ci. Vous allez nous expliquer, messieurs, pourquoi vous y croyez, évidemment. Mais avant de dire pourquoi ils y croient, ce qui était important, Emmanuel, c'était de rappeler à nos auditeurs ou téléspectateurs, je ne sais pas, le taux d'équipement moyen du client français en private equity aujourd'hui, c'est 0,1% de son patrimoine. 0,1%. Aujourd'hui, c'est encore anecdotique. Okay, alors que l'AFO, qui est l'association des family office français, vous dit que les familles françaises fortunées sont équipés à 21% de leur patrimoine total en private equity et que leurs pendants américains sont équipés à 33% de leur patrimoine total en private equity. Donc, ce qui était intéressant en réunissant ce panel aujourd'hui, c'est que nos amis conseillers en gestion de patrimoine expliquent pourquoi ils y croient, pourquoi ils le vivent au quotidien et qu'est-ce qui les motive, eux et leurs clients, à offrir du private equity en avance de phase par rapport au marché, qui est très en retard aujourd'hui par rapport aux US. Oui. Et donc montrer que ça n'est pas forcément réservé qu'à des gens ultra fortunés, pour prolonger ce que vient de dire Frédéric. Alors, la raison numéro 1, je crois que là-dessus tout le monde sera d'accord, et c'est le sens de cette émission aussi, c'est investir dans l'économie réelle. Est-ce que ça fait partie des grandes motivations, Gustave ? Je pense que nos clients, ils aiment bien investir dans ce qu'ils connaissent. C'est un principe d'investissement de base. Et nous, on a beaucoup d'entrepreneurs parmi nos clients, et un entrepreneur, comme Jean-Marc et comme Frédéric et comme tout le panel de tout à l'heure, il connaît bien l'entreprise, il connaît souvent bien les fonds de private equity. Et donc, quand il fait un cash-out, on en a parlé aussi, quand il a un peu d'argent à investir, il va d'abord se diriger vers ce qu'il connaît. Et le private equity, c'est ce qui va lui parler le plus. Si je lui parle d'un ETF, il me dit « OK, ça a l'air sympa, c'est diversifié », mais ce n'est pas forcément ce qu'il connaît. Donc, c'est un bon point de départ aussi pour commencer une discussion, parce que c'est quelque chose auquel il va s'identifier. Ensuite, quand on est entrepreneur, on a aussi une appétence au risque qui est un petit peu différente, peut-être de l'investisseur moyen. Et donc, c'est aussi une population qui va avoir tendance à s'intéresser à ces secteurs de performance. Et là encore, je pense que nos clients apprécient ça. Et le dernier, peut-être le dernier point qui va les intéresser dans le private equity, c'est effectivement le côté économie réelle, quelque chose de concret, l'impact, surtout pour les plus jeunes générations qui cherchent vraiment à connecter leurs investissements avec des convictions. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Oui, Benjamin, vous confirmez, c'est ça ? Il faut du sens, il faut presque incarner l'investissement. Le sens, je pense que c'est très, très important. Aujourd'hui, nos clients, ils ont ce besoin de comprendre ce qu'ils financent. En fait, quand vous travaillez aujourd'hui dans un patrimoine, vous investissez en bourse, vous avez peu de transparence finalement. C'est difficile de se projeter, c'est des sociétés qui sont immenses. Alors que quand c'est des sociétés que vous touchez du bout du doigt, je vous donne des exemples, un Vinted, un Conto, je pense que c'est des sociétés qui parlent à tous. L'investissement, il se rend beaucoup plus concret en fait. Et derrière, vous pouvez le suivre aussi, son investissement. Cet investissement, quand vous parlez sur une société, vous la suivez sur son internationalisation, vous la suivez aussi dans son développement de recherche et développement, vous la suivez aussi dans l'évolution de son marketing, etc. etc. Et nous, notre stratégie, finalement, c'est que nos clients aient ce sentiment de se rendre utiles sur ces sujets-là. Vous confirmez ? D'ailleurs, c'est peut-être plus facile à vendre pour vous, parce que vous avez une histoire vraie à raconter aussi. Complètement. Le travail qui est le plus compliqué dans notre métier, c'est justement d'éduquer financièrement nos clients, de donner de la pédagogie. Et ce qui est hyper intéressant avec l'offre, notamment d'Altaroc, c'est qu'ils mettent en avant justement des vidéos qui vont au contact de dirigeants de grands gérants, de dirigeants d'ETI qui sont financés eux-mêmes par ces gérants. Donc c'est vraiment ce travail pédagogique qui permet de rendre tangible finalement ces investissements-là. Et très concrètement, c'est ça qui leur permet de se rendre compte à quel point ils financent l'économie réelle. Et c'est ça qui est surpuissant dans cette offre-là et dans ce contenu et cette pédagogie qu'il faut mettre pour arriver à ces fins-là, quoi. Voilà, donc il faut en parler, Frédéric, pour bien rappeler que c'est ça, c'est du financement
peut-être du laboratoire du coin, de la future clinique qui se construit, de quelque chose de tangible, je reprends l'adjectif. Alors, c'est très exigeant, en fait. Paradoxalement, l'investisseur institutionnel, la seule chose qui l'intéresse dans le private equity, c'est la perf. Oui. Pourquoi ? Parce que l'investisseur institutionnel, c'est un fonds de pension, il doit payer les retraites, il a besoin de performance. Le client privé, bien sûr que ça l'intéresse la performance, mais il ne va pas la mesurer tous les mois, tous les trimestres. Il fait l'hypothèse que le gérant chez qui il investit est performant, mais le sens sera au moins aussi important, si ce n'est plus important que la perf. Il y a une espèce d'inversion des valeurs. Alors ça nous oblige beaucoup, Emmanuel, parce que ça veut dire un travail de pédagogie, ça veut dire un travail de transparence sur les sous-jacents, sur la vraie vie des entreprises. On a chez Altaroc 12 personnes au marketing. Ce n'est pas pour faire de la publicité. C'est pour aller suivre au quotidien les gérants, pour raconter à nos conseillers en gestion de patrimoine partenaires qui sont ces gérants, comment ils investissent, ce que font leurs sociétés sous-jacentes. On a une équipe de rédaction en chef, chez Altaroc aussi, qui passe son temps à aller visiter, rencontrer les gérants, les dirigeants, pour qu'on puisse mettre en scène, quelque part, raconter le storytelling des sociétés et des gérants qu'on accompagne. C'est extrêmement exigeant, mais moi, je suis sur la route à peu près 150 jours par an à raconter ce qu'est le private equity pour avoir été patron de fonds avant. C'est plus facile. Ce qui intéresse le client final, c'est beaucoup et surtout la vraie vie des entreprises, la performance opérationnelle des sous-jacents et l'accompagnement d'aventures humaines et entrepreneuriales hors normes. C'est ça qui intéresse, au-delà de la perf. Oui. Bon, économie réelle, et là-dessus, on l'a bien compris, vous aussi, vous avez quelque chose à raconter à vos clients. Et puis, bonne nouvelle peut-être, la jeunesse qui arrive derrière, qui va investir, est en quête de sens. Donc voilà. Deuxième raison, la diversification. Nous dites-vous, Gustave? La diversification, en fait, c'est pas forcément le facteur le plus cité quand on parle de private equity. Et là où c'est intéressant, c'est de regarder finalement que nous donnent les marchés cotés aujourd'hui. Alors, quelque chose qui se sait peu, mais il y a à peu près 2 fois moins d'entreprises cotées aux États-Unis aujourd'hui qu'en 96 à son pic. Donc déjà, en fait, on a un univers investissable sur le côté qui est plus petit. Une fois qu'on s'est dit ça, quand on regarde les principaux ETF, il y a une hyper concentration qui est en train de se produire dans ces différents ETF. Donc ces ETF, c'est des fonds indiciels qui sont censés répliquer les grands indices. Il y a une hyper concentration autour de quelques valeurs. Vous les connaissez, on les a appelées GAFAM, puis maintenant Magnificent Seven, puisqu'elles ont été rejointes par Tesla et Nvidia. Elles représentent 30% du S&P 500, qui est le plus gros indice mondial. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Quand vous investissez aujourd'hui dans un ETF S&P 500, votre conseiller classique, pas ceux qui sont ici évidemment, mais classique va vous dire « Monsieur, vous êtes très diversifié, vous êtes dans un ETF, vous achetez tout l'indice. Oui. » Sauf qu'en fait, il y a 7 valeurs qui font la même capitalisation que les 400 plus petites de l'indice. Donc vous avez un niveau de diversification qui est relativement faible. Donc le fait de pouvoir investir dans le private equity, c'est aussi finalement pouvoir investir dans des plus petites capitalisations. Là, Jean-Marc l'a aussi rappelé, il y a de moins en moins d'introductions en bourse de petites capitalisations. Donc, on ne peut plus investir sur ces valeurs-là au travers de la bourse. Et une bonne manière de le faire, c'est avec les fonds plutôt de growth et de buyout, qui répliquent à peu près ce que faisaient les IPO sur les SMID, donc les small et mid cap autrefois. Et ça, c'est vraiment un outil, du coup, utile qu'on n'avait pas à disposition il y a encore 5-10 ans. Et Benjamin, ça vous apporte aussi beaucoup plus de choix, effectivement. Oui, en effet. Je rejoins Gustave sur ce qu'il vient de dire. Et je pense qu'on est tous d'accord, la diversification, c'est le principe fondamental de la bonne construction d'un portefeuille. Et d'ailleurs, le private equity joue un rôle clé finalement dans cette diversification-là. Pourquoi ? Parce qu'elle va donner l'accès en fait, à des sociétés qu'on ne retrouve pas sur les marchés cotés. Oui. Il y a une statistique qui parle très bien et qu'on utilise beaucoup lors de nos présentations en clientèle, c'est que 94% des sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars, aujourd'hui, elles ne sont pas cotées. Donc le terrain de jeu de toutes les pépites leaders de leur marché, elles se trouvent où ? Sur le non-coté. Et notre rôle, avec les stratégies comme Altaroc, c'est de le donner accès à nos clients, accès du coup à ces futurs champions cachés. Le résultat, c'est un portefeuille mieux diversifié, plus équilibré, et qui apporte du coup des opportunités qu'on ne retrouve pas sur les marchés cotés finalement. 94% des entreprises de plus de 100 millions. Michael ?
Très concrètement, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que notre métier, la valeur ajoutée de notre métier, c'est de donner accès à des investissements auxquels nos clients n'auraient pas forcément accès seuls. Et c'est vrai, comme Gustave le disait, pour faire le parallèle avec les marchés cotés, c'est très facile d'accès. En réalité, avoir accès à un indice, à des indices mondiaux, c'est très très facile. Alors qu'au contraire, avoir accès à cette expertise qu'Altaroc propose avec des ETI qui sont très performantes, en forte croissance dans tous les pays européens, aux US, en Asie, c'est bien plus compliqué. Et c'est cette expertise-là, justement, qu'on vient chercher avec l'offre d'Altaroc et de manière générale en private equity. Et concrètement, pour parler de diversification, un portefeuille très équilibré, très diversifié, on va avoir bien évidemment une poche immobilière, qu'elle soit sur de l'habitation ou de l'immobilier professionnel. On va avoir une poche sur les marchés cotés, et c'est évidemment fondamental d'avoir une poche sur les marchés cotés, mais avoir une poche justement sur le non coté qui est plus longue et qui permet d'activer des leviers plus importants et surtout différents des leviers de performance par rapport justement au marché coté, c'est un incontournable aujourd'hui dans un portefeuille diversifié et équilibré. Oui, et ça, c'est un de vos chevaux de bataille, hein, Frédéric, de toute façon. C'est un des chevaux de bataille parce que les grands instituts mondiaux, les grands fonds de pension, les grands fonds souverains, ils sont liquides à 80%, enfin cotés à 80%, non cotés à 20%. Pourquoi ils font ça? Parce que d'abord, le non coté a une volatilité qui est moindre. Pas parce qu'il n'est pas coté, parce que les fondamentaux du non coté sont plus performants. Et donc, le non-coté est moins volatile. Ce qui est intéressant aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de diversification, c'est que le non-coté, il ne réagit pas aux mêmes indicateurs de performance que le coté. Donc, il y a un élément aussi là de décorrélation. Moindre volatilité et décorrélation sont deux éléments différents. C'est-à-dire que dans un portefeuille, le non-coté, il va amortir les chocs parce qu'il bouge moins, il ne bouge pas pareil. Donc, quand je suis exposé à 20% à du private equity, mon portefeuille, il est beaucoup moins volatile que si j'étais à 100% exposé au marché coté. C'est le cas d'un institut, c'est aussi le cas d'un client privé. Donc ça, c'est un raisonnement un peu macro, Emmanuel. Oui. Après, il y a un élément géopolitique, si je peux me permettre. On vit des temps, et je le dis même à titre perso, on vit des temps troubles, de plus en plus complexes. La géopolitique est de plus en plus compliquée. La macro est de plus en plus compliquée à lire. On ne peut plus être exposé au seul terrain de jeu national, même européen. On doit être mondial. Pour protéger un portefeuille, on doit être mondial. C'est même pas une question de gagner de l'argent. C'est une question d'avoir un portefeuille équilibré sur différentes zones géographiques, sur différentes zones géopolitiques. On le voit bien aujourd'hui. C'était une bonne idée d'avoir de l'exposition américaine. Et donc, dans une stratégie mondiale diversifiée, la poche PE, elle apporte aussi des jambes différentes qui ne bougent pas comme le reste du portefeuille. Diversifier, c'est effectivement aussi sécurisé. Hein. C'est important de le rappeler. Gustave, vous vouliez rajouter quelque chose? La diversification qu'apporte le private equity, qui est intégrée au produit, c'est la diversification dans le temps. Parce qu'en fait, en private equity, on investit par construction progressivement. Le fonds va être déployé progressivement, les fonds vont être appelés progressivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur les marchés cotés, puisque vous êtes appelé instantanément dès lors que vous investissez. Donc la diversification, elle est dans le temps, alors que sur les marchés cotés, on va plutôt recommander des investissements programmés, de lisser son investissement. Mais en fait, ce lissage, il est intégré au produit private equity. Ça, c'est aussi un aspect, je pense, intéressant dans la diversification. Et on retient aussi qu'il y a de moins en moins d'entreprises sur les marchés cotés, que parfois elles sont extrêmement importantes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Mais certainement pas. Et qu'en revanche, le choix est très important sur le non-coté et pour le private equity. Troisième raison, la performance de la classe d'actifs. Alors ça, pareil, Frédéric en parle beaucoup. C'est une classe d'actifs, certes sur le long terme, mais très performante. Gustave. Qu'est-ce qui vous fait cliquer sur une annonce immobilière? C'est le prix. On a toujours des déclencheurs qui sont parlants. Quand vous vous intéressez à un produit financier, qu'est-ce que vous regardez d'abord? C'est quelle est la performance espérée, monsieur. Et si cette performance espérée, elle est intéressante, on va commencer à essayer de comprendre, faire l'effort, peut-être regarder 2 heures une émission qui s'appelle Inside Private Equity pour comprendre comment cette classe d'actifs fonctionne. Mais d'abord, il faut la performance. Et la performance, elle est effectivement très importante, en moyenne 13%. Et elle est de plus en plus importante quand on s'intéresse aux top players, aux meilleurs du marché. Vous en avez beaucoup parlé sur ces émissions et dans les précédentes. Les premiers quartiles, premiers déciles. En fait, si on arrive à accéder à ces meilleures classes d'actifs, là, les écarts de performance peuvent être énormes. Donc oui, évidemment, c'est toujours important. Voilà, il y a le sens, mais il y a aussi la performance. Et ça reste de toute façon, j'imagine, quand on vient vous voir, une des préoccupations, hein, une des questions, Benjamin. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et Gustave, tu as raison, c'est un sujet essentiel, mais je pense qu'on le sait très bien, le private equity, c'est une classe d'actifs qui est ultra puissante. C'est une classe d'actifs qui délivre d'excellentes performances, mais à condition d'une chose, être prêt à immobiliser son capital
pendant une période donnée. Sur du long terme. Et en fait, accepter cette illiquidité sur minimum 5 ans, ce que je m'efforce à dire à tous mes clients, c'est que ce n'est pas un risque, en fait. C'est une condition. Et en fait, cette illiquidité, elle a un prix, c'est ce qu'on appelle la prime d'illiquidité. Et si elle est bien pilotée par les bons experts, c'est ce phénomène-là qui vous permet d'aller chercher du coup du 10-13% net par an. Ouais. Donc notre stratégie, du coup, c'est de construire l'avenir des portefeuilles de nos clients. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire conseiller, d'avoir les bons acteurs derrière. Et si nos clients sont patients, du coup, c'est une chance unique de transformer le temps en réelle performance. Oui, parce que patience rime avec performance, là, en l'espèce. Michael. Exactement, Gustave parlait tout à l'heure de fonds de premier quartile. C'est des fonds qui ne sont accessibles qu'à des institutionnels ou qu'à des familles très fortunées. Je reprends les chiffres de Frédéric tout à l'heure, 0,1% des clients privés ont du private equity dans leur portefeuille versus 25 à 30% sur les familles les plus fortunées en Europe, aux US. Du coup, c'est quelque chose forcément de très important. Et donc, du coup, ce que je vous... Oui. Non, mais alors, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, c'est vu comme quelque chose qui ne peut être accessible qu'à des personnes qui sont extrêmement fortunées. On sait, grâce à Frédéric, que non. Il y a un investissement sur 5 ans qui peut se faire de 20 000 euros par an. C'est beaucoup, mais c'est à la portée d'une partie non négligeable de la population. Sans doute ceux que vous voyez d'ailleurs. Exactement, et on a l'impression que c'est normalement réservé à une élite. Et c'est vrai que le slogan, par exemple, de Patrimaï, c'est investir comme les grandes fortunes. Et très concrètement, justement, je reprends une formule que j'ai bien aimée de Frédéric, qui était que aujourd'hui, proposer du private equity à des clients privés, c'est de la justice sociale. Et justement, pour aller dans le sens de cette justice sociale, faut évidemment parler des risques. Benjamin en parlait tout à l'heure aussi. Il y a des risques qui sont similaires au marché financier coté, notamment le risque au niveau du capital. Évidemment, le capital et la rentabilité ne sont pas garantis. Le risque au niveau des taux, les taux de crédit, les taux forcément impactent le coût du crédit et donc le marché du LBO. Mais j'ai envie de dire que sur les marchés cotés, c'est exactement pareil. On pense par exemple en 2022 quand les taux US ont pris 300 points de base, les marchés ont corrigé tout de suite de 25%. Et par contre, il y a des risques qui sont très différents aussi par rapport au marché coté. On parlait tout à l'heure de rester bloqué 5, 7, 10 ans. Forcément, c'est pour créer de la valeur, ça prend du temps et cette prime des liquidités est clairement rémunérée par la performance du sous-jacent. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de très bien diligenter, très bien sélectionner ses gérants. Et l'expertise justement d'Altaroc le prouve, c'est justement de pouvoir sélectionner ces très bons gérants, alors que si on se trompe sur les marchés cotés, c'est peut-être moins important. Donc attention à très bien sélectionner ses partenaires en private equity sur cette poche longue. Oui, c'est intéressant, Frédéric. Cette démocratisation, c'est une forme de justice sociale, effectivement, d'ailleurs, d'ouvrir des rendements qui sont très très élevés et qui ne sont plus réservés qu'à une élite. C'est même Henri de Castres, sur l'émission qu'il avait dit, Absolument. la 3e émission, le private equity d'Altaroc, c'est la justice sociale. Mais un point sur la perf, Emmanuel, parce que c'est effectivement mon cheval de bataille. Quelques rappels, quelques chiffres, parce que j'aime bien mettre des chiffres en avant. Dans le monde institutionnel, c'est quoi le poids du private equity? Les montants sous gestion, 5 500 milliards aujourd'hui. Il y a 20 ans, 1 000 milliards. L'industrie du private equity institutionnel, elle croît de 12% par an. Ce que les gens n'ont pas réalisé, c'est que ces 1 000 milliards sous gestion il y a 20 ans, ils ont été rendus. Donc pour qu'on passe de 1 000 milliards à 5 500 milliards, il faut en rajouter des capitaux instits. Donc un énorme montant de capitaux levés. L'année dernière, les institutionnels, dans un monde compliqué, ont injecté 600 milliards d'argent nouveau dans le private equity. Ça représente à peu près 20% des allocations des fonds de pension et des fonds souverains dans le monde. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est historiquement la classe d'actifs la plus performante. Aujourd'hui, le moteur de performance des fonds de pension, dans le job, aux US, au Canada, en Europe du Nord, en Hollande, dans une grande partie des pays d'Asie, dans ces systèmes de retraite par capitalisation, le moteur de la performance de ces systèmes de retraite, c'est la poche private equity. Donc, c'est quand même important de se dire que depuis 60 ans aux US, depuis 40 ans en Europe, depuis 20 ans en Asie, le cœur de la performance des fonds de pension, le cœur de la performance des fonds souverains, c'est le private equity, avec les risques qu'on a énoncés tout à l'heure. Et ça va rejoindre la 4e raison
pour laquelle vous conseillez bien sûr du private equity, c'est cette épargne longue, mais c'est intéressant d'ailleurs de revenir sur cette notion de retraite par capitalisation, parce que cette épargne longue, c'est aussi une épargne sûre, on l'imagine, Gustave. L'épargne longue, avant, il y avait une martingale, notamment en France et dans d'autres pays de propriétaires, ça s'appelle l'immobilier, la résidence principale. Aujourd'hui, pour acheter une résidence principale à Paris, il faut gagner à peu près 12 000 euros par mois pour un ménage et il faut être capable d'apporter à peu près 200 000 euros. Donc, pour rappel, 1% des Français seulement gagnent plus de 9 000 euros par mois. Donc, en fait, il faut être dans le top 1%. Donc, peut-être que cette martingale, elle est terminée, en fait, et ce n'est pas l'opportunité de notre génération. En revanche, notre génération a d'autres opportunités. Ceux qui aiment les cryptos s'en réjouissent en ce moment, mais il y a également d'autres classes d'actifs peut-être un peu plus terre-à-terre, adossés à des actifs sous-jacents un peu plus concrets, comme le private equity. Et je pense que c'est une opportunité vraiment intéressante. Parce que si jamais je fais partie de ces 1% et que je suis capable de faire l'opération que je viens de vous décrire, c'est-à-dire d'acheter 100 mètres carrés à Paris, pour que cette opération soit pertinente par rapport à mobiliser le même effort d'épargne sur des fonds de private equity, c'est-à-dire 200 000 euros tout de suite et un investissement programmé peut-être de 30 000 euros par an, il faudrait que je fasse x4 sur mon appartement sur 20 ans. Oui. Donc autant vous dire que l'opportunité, elle n'est peut-être pas celle d'acheter un appartement dans Paris, vu sur la Tour Eiffel ou non. Bon, Benjamin, oui, ou même pas besoin d'avoir une vue sur la Tour Eiffel pour que... Non, mais c'est des marchés un peu différents. C'est vrai, Benjamin. Ouais, en effet, en fait, il y a une certaine complexité. Pour faire un bon portefeuille de private equity robuste et résilient, ça nécessite quand même, mine de rien, une réelle stratégie et une vraie rigueur. Une remarque qu'a énoncée Frédéric tout à l'heure, et pour vous donner un peu de contexte, en fait, un fonds de private equity, il investit l'argent levé pendant environ 5 ans, et ensuite il va le faire travailler pendant environ 5 ans. Donc, pour aller chercher de la performance sur du long terme, sur environ 20 ans, qu'est-ce qu'il faut ? En fait, toujours réinvestir les distributions, sinon le capital il dort, il est inactif et il perd en son potentiel. Donc c'est pour ça qu'il y a un processus qui a été mis en place qui s'appelle du coup le re-up, qui est mis en place par Altaroc, qui vous permet finalement de faire travailler le capital en continu. Et il ne dort pas. Exactement, il ne dort pas. Et notre rôle, donc pour les conseillers en gestion privée au sein des cabinets, c'est d'aider notre clientèle à comprendre en fait ce processus et de faire comme les grands institutionnels, comme les grandes fortunes, c'est-à-dire on anticipe, on réinvestit et ensuite on optimise chaque euro au fur et à mesure du temps. Michael ? Effectivement, la version Altaroc 2.0 la met vraiment en valeur. C'est justement avoir une gestion institutionnelle de sa poche longue private equity non cotée. On parlait tout à l'heure justement d'écart de performance entre des gérants, la moyenne des gérants qui font à peu près du 13% par an versus les fonds de premier quartile qui font du 20%. Donc encore une fois, je réitère l'importance de bien sélectionner ses partenaires. Et justement sur ce logiciel re-up, ça permet en fait aux particuliers, aux clients privés de pouvoir réallouer au fur et à mesure du retour sur bénéfice, de réallouer efficacement ces gains-là. Je pense notamment à 2 clients que j'ai vu récemment. Un qui est une profession libérale, qui a 55 ans, qui a 10 ans devant lui pour investir, pour avoir des revenus complémentaires. Donc on lui pose justement la question, quels sont vos objectifs ? Et voilà, l'idée c'est d'avoir des revenus complémentaires 10 ans après. Versus un entrepreneur qui vient de vendre sa boîte et qui lui a 20, 30, 40 ans. Et donc là on va pouvoir réallouer efficacement, réinvestir efficacement les différents retours sur bénéfices. Donc typiquement aujourd'hui avec ce logiciel, cette solution, ça nous permet de plus simplement vendre un produit, le private equity ou autre chose, ça nous permet vraiment de s'inscrire sur la durée et d'avoir une vraie solution patrimoniale où aujourd'hui ce logiciel nous permet de répondre aux objectifs réels des clients et que l'investissement devienne un outil au service de ces objectifs, que ce soit des revenus complémentaires pour la retraite, capitaliser sur du très long terme, financer les études des enfants ou ce genre de choses. Voilà. Alors, conclusion de l'émission, du coup, en repartant de cette notion, Frédéric, de temps long. Moi, je retiens cette notion de sécurité aussi. C'est très sécurisant dans un monde qui peut faire un petit peu peur, avec des questions de c'est diversifiant. C'est diversifiant, absolument. Sur cette épargne longue, qui est, j'imagine, une des grandes notions aussi. Épargne longue, c'est très important parce qu'on l'a vu tout à l'heure, Emmanuel, le private equity, il s'inscrit dans le temps long. Maintenant, je voudrais revenir sur un chiffre qu'on ne mentionne pas assez souvent. On dit les marchés cotés rapportent en moyenne 7% et le private equity en moyenne 13%. OK, 6% d'écart. Est-ce que c'est si important que ça, 6% d'écart ?
Sur la durée, absolument. Oui. 7% sur 20 ans, ça fait 3 fois et demi la mise. 13% sur 20 ans, ça fait 12 fois la mise. Maintenant, la complexité du private equity, c'est de mettre ce capital au travail tout le temps. Vous ne pouvez pas mettre votre capital au travail tout le temps avec un fonds de private equity. Ce fonds, il déploie, il rembourse et il est extinctif. La complexité institutionnelle du private equity, parce que la vérité, c'est un outil de pro. C'est de redéployer ce capital, d'anticiper les distributions, de surengager et de piloter. La vérité, un client privé ne peut pas faire ça tout seul. C'est un savoir-faire institutionnel. C'est ce que faisait Louis avec ses équipes chez MetLife. Il faut des gens très spécialisés pour faire ça. Ce savoir-faire-là, on a voulu l'apporter à nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine, multifamily officers ou banquiers privés, pour qu'ils puissent avoir une discussion différente avec leurs clients. La question avec leurs clients n'est plus quel fonds dois-je choisir cette année. La question, c'est quelle stratégie patrimoniale longue dois-je mettre en place. Gustave l'a dit tout à l'heure, les gens raisonnaient en comment me construire un patrimoine immobilier sur la durée. C'est pour ça qu'ils venaient voir leur CGP historiquement. Là, la question est différente. Comment me bâtir un patrimoine long et efficace en private equity? Eh bien, on a changé de débat. On n'achète plus un fonds. On se bâtit une poche longue en private equity. Et la question ensuite, c'est pourquoi faire? Sur quelle durée? À partir de quelle poche personnelle ou familiale ou holding? Et ça, cette notion de se bâtir un patrimoine sur la durée, c'est ce qu'on essaye d'apporter à l'écosystème en utilisant la puissance du private equity. Quand je conjugue la perf et le temps long, je peux bâtir des patrimoines. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Il y a 4-5 ans, avant l'avènement d'Altaroc, les gens vendaient des fonds, des feeders. Là, on a essayé d'apporter un autre concept, c'est le concept de bâtir un patrimoine. Bâtir une solution patrimoniale à base de briques de private equity. C'est ça Altaroc 2.0. Et je pense que ça plaît vraiment à leur clientèle avec lesquelles ils peuvent changer de registre. C'est plus le même registre. Évidemment, on parle de perf, on parle de sécurité, mais on parle de comment utiliser la performance de cette classe d'actifs en acceptant le risque du temps long, en fait la donnée du temps long, pour se bâtir un patrimoine. Ça, c'est un dialogue nouveau qui est possible parce qu'on apporte tous les outils institutionnels pour faire travailler ce capital sur la durée. On a parfaitement compris et en ça, votre métier de CGP a de l'avenir parce que vous êtes les experts et évidemment, Altaroc aussi 0,1% aujourd'hui. Il est urgent de passer à 0,2 au moins. Ça pourrait être un objectif raisonnable dans les temps à venir. Merci Frédéric, merci à tous les trois. Merci. Je crois qu'on a très bien compris et c'est très pratique pour ceux qui nous regardent aussi et qui peuvent être attirés par une diversification de leur portefeuille sur la durée. Inside Private Equity, c'est déjà fini, me direz-vous, mais on revient le mois prochain un petit peu plus tôt que d'habitude pour respecter la période des fêtes. Ce sera le 18 décembre. Bonne fin de soirée à tous. Inside Private Equity, le rendez-vous pour investir dans l'économie réelle.